partie maintenant, surtout que sur l'affaire des préventions, on en parlera dans la troisième partie sur les menaces actuelles, puisque là on parlera surtout de prévention de l'avenir. Donc on reviendra sur les préventions. Pour la discussion de la salle, on fera une discussion globale à la fin des trois parties. Vous avez reçu de petits bouts de papier pour marquer votre question, qui seront collectés au début de la troisième partie, pour qu'on ait le temps de les lire et les trier. Donc si vous pouvez écrire et être prêt à les donner au début dans environ une petite demi-heure, un peu moins, ce serait très bien. Voilà. Bon, écoutez, on va passer donc au... D'abord, je voudrais remercier très vivement nos deux invités pour une discussion qui a été riche et intéressante. Qu'on soit d'accord ou non sur tel ou tel point, avec l'un des deux, ou l'autre, etc. Donc, je précise, parce que j'ai peut-être dit quelque chose qui n'était pas clair au début, quand je n'étais pas du tout contre les droits d'ingérence militaire, en tant que comme les élections interviennent, la TDL humanitaire. J'ai simplement qu'aujourd'hui, à tort ou à raison, au niveau des Nations Unies, il n'y a pas de droit d'ingérence militaire en tant que tel, de la part soit d'un État, soit de la part des Nations Unies. Mais ça ne veut pas du tout dire que je désapprouve tout ce qui est fait au niveau de droit. Voté par l'Assemblée générale et par le Conseil de sécurité. La responsabilité de protéger, votée par les deux. Alors, qu'est-ce que vous voulez, s'il n'y a pas de Nations Unies? Ah, mais si, bah, ça, on est bien d'accord. Alors, on est bien d'accord. Mais ce n'est pas le droit d'ingérence humanitaire, c'est la responsabilité de protéger qui n'est pas la même chose. D'où vient le droit humanitaire et la responsabilité de protéger juste pour C'est information. une commission que le Canadien avait accepté d'émerger et ils se sont occupés. Vous voyez, ce sont les mêmes gens qui ont voté. Bon, écoutez, on passe, si vous voulez bien, donc, au second thème, donc le droit international humanitaire. Alors, c'est un droit, comme j'ai dit, qu'il faut se poser beaucoup de questions. Alors, j'ai prévu 2 ou 3 questions, mais qui pourraient s'adresser plus à René Broman, puisqu'on en a parlé beaucoup dans l'entreprise. Est-ce que, à votre avis, la controverse de 1901, lors de l'attribution du premier prix Nobel de liberté, reste d'actualité? Je rappelle, à l'époque, déjà, les pacifistes étaient très réticents à l'égard du droit international militaire, ce qui consiste à établir des règles dans la guerre, parce qu'ils craignaient qu'établir des règles dans la guerre, en vérité, les conduise à légitimer la guerre et à la favoriser donc d'une certaine façon. Et le prix Nobel adapté a été attribué conjointement à un pacifiste et à Henri Dunant, qui était évidemment un grand promoteur du droit international humanitaire. Alors ça, c'est une question. Alors maintenant, il y a une question de fond, ce qui serait intéressant. Pouvez-vous revenir sur les caractéristiques du conflit actuel et doit-on envisager, selon vous, des évolutions de droit pour répondre? Alors maintenant, je reviens maintenant pour votre question sur les règles qui existent. J'ai dit dans l'introduction que ces règles étaient souvent ambiguës et limitées. Je vais en donner un exemple, puisqu'il en a été question au cours de la discussion entre Roman et Kouchner, c'est le fait des pertes civiles incidents. Dommages collatéraux, c'est le préféré. Alors, la Cour pénale internationale, dans son statut, indique qu'il y a crime de guerre en cas de perte civile, je cite, qui serait manifestement excessive par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire attendu de l'attaque. Fin de citation. Est-ce que c'était en 1998 dans le statut initial et ça a été confirmé en 2010 lors de la révision du statut de la CPI. Alors, est-ce que c'est le statut affirme définir les lois et coutumes établies, je rappelle. Alors, est-ce que ça vous paraît satisfaisant ou est-ce qu'il faudrait renforcer ce principe dit de proportionnalité entre perte civile et avantage militaire? Et comment voyez-vous la question? En plus, la règle, il y a les cas des conflits internes, les règles sont très faibles. Il y a le cas, par exemple, des prisonniers lors de conflits internes. Si telles sont les lois du pays, les prisonniers lors de conflits armés internes dans le pays peuvent être condamnés à mort pour le fait d'avoir appartenu à telle ou telle organisation ou d'avoir pris les armes contre le régime, même s'ils ne sont pas, même s'il n'y a pas de crimes particuliers qui ont été éprouvés à leur égard. C'est ce qui se passe d'ailleurs dans l'Irak, où les gens sont condamnés à mort parce qu'ils ont appartenu à l'organisation islamique, que personne n'aime, pas plus les uns que les autres, mais est-ce que c'est voilà, pour le simple fait, sans qu'on ait à prouver qu'ils ont commis des crimes eux-mêmes? Est-ce que c'est bien ou pas bien? Donc ça serait
une question qui est posée. Il y a d'autres questions qui concernent la définition du civil, etc., etc. Et alors, il y a une question quand même, j'aimerais votre réponse. La France a ratifié le protocole 1 additionnel de la Convention de Genève, qui est le principal instrument en tant que traité qui définit, qui protège les civils contre les effets de la hostilité. Cela dit, elle l'a fait avec beaucoup de réserves. Parmi ces réserves, selon la France, une réserve au sens juridique, elle a le droit de faire ces réserves. Ça ne s'applique pas à l'arme nucléaire, d'une part. D'autre part, ça ne s'applique pas au cas où des crimes, des actes criminels ou terroristes collectifs ou isolés seraient commis par l'autre partie du conflit. Et enfin, la France nous dit qu'une attaque, c'est la référence que j'avais déjà dit tout à l'heure, une attaque doit être considérée comme un ensemble d'opérations militaires et non pas comme une opération militaire isolée et particulière. Donc, moi, nous avons demandé, la Convention l'a fait, à la France de lever ces réserves, ce qui aurait été un geste fort, en particulier au moment des 40 ans des protocoles additionnels de la Convention de Genève. Est-ce que c'est une proposition que vous pouvez soutenir ou non? Voilà, je vous laisse la parole. Discuter encore. Allez-y comme vous voulez, vous êtes libre. Je vais entamer la réponse. D'abord, je ne crois pas là qu'on soit en désaccord avec Bernard Kouchner. Nous sommes tous les deux médecins avec des intérêts politiques, etc., pas nécessairement convergents, mais en tout cas affirmés. Nous ne sommes pas juristes. Et nous sommes ni l'un ni l'autre, je crois pouvoir pour une fois parler en son nom, pour tenir des propos techniques juridiques. En tout cas, moi, je n'en entendrai pas dedans. Donc je vais rester, concernant le droit humanitaire, comme praticien humanitaire et comme un observateur des crises, des conflits dans l'histoire, mais certainement pas comme un juriste. C'est-à-dire que là, pour une fois, le détail juridique sera laissé de côté. Et je rebondis sur ce que vous venez de dire concernant le protocole 1 et l'arme nucléaire. N'oublions pas que les 5 membres du Conseil de sécurité, plus quelques autres, enfin les 5 membres du Conseil de sécurité qui sont la source du droit international, sont 5 puissances nucléaires, et que par définition, je dis bien par définition, par nature, par structure, enfin on peut employer les termes qu'on veut, l'arme nucléaire, c'est la promesse du massacre des innocents. C'est sa raison d'être, c'est pour ça qu'elle a été créée, et c'est comme ça qu'il faut la comprendre. Comment signer un protocole humanitaire quand on est détenteur de l'arme nucléaire, c'est-à-dire qu'on affirme sérieusement qu'on est capable d'envoyer sur des zones extrêmement peuplées, forcément disons, occupées, des armes qui vont tout détruire, les hommes et les biens dans un même mouvement. Ou parfois d'ailleurs avec des raffinements qui laissent songeurs, uniquement les hommes, mais pas les biens. C'est le principe de la bombe à neutrons. Et ça, c'est déjà une façon de faire plus économique, sinon. Mais j'en viens à ce que, disons, vous avez mis sous la vignette, sous les auspices de la promotion du droit humanitaire. Moi, j'ai, disons, deux positions qui se contestent, enfin, qui sont légèrement en opposition l'une avec l'autre. D'une part, en tant que membre actif de MSF, en tant que praticien de l'aide humanitaire, je pense que les conventions de Genève dans les situations de guerre nous aident à établir, dans un certain nombre de cas, des cadres de discussion avec les autorités qui nous sont utiles et qui permettent de donner un statut aux acteurs humanitaires sur le terrain, car nous ne sommes pas des internes vagues, nous ne sommes pas libres de nos mouvements, nous agissons sous l'égide d'une autorité, même s'il est indirect, et c'est avec cette autorité que nous traitons. Par conséquent, le cadre du droit international humanitaire nous est utile dans ce domaine. En revanche, je préférerais me faire crucifier plutôt que d'aller faire la promotion du droit humanitaire, parce que pour moi, et là je rejoins la controverse de 1901, faire la promotion du droit humanitaire, c'est faire la promotion de la guerre propre. C'est-à-dire affirmer que l'on croit à ce que certains appellent la guerre propre. Car, je le rappelle, le droit humanitaire est fondé sur deux piliers essentiels, disons, d'ordre philosophique. L'un, la distinction entre civils et combattants, qui induit le droit de considérer les combattants comme de la chair à canon, si bien que, par exemple,
On a vu apparaître dans les années 90, lorsque une sorte de poussée juridique et punitive a saisi un certain nombre d'organisations militaires ou d'observateurs, on a vu des gens, par ailleurs très bien, vanter les mérites de la guerre de 14 au motif que celle-ci avait respecté la distinction entre civils et combattants. Juste 1 million de morts civils, excusez du peu, 9 millions de morts en uniforme, cela plus le double de mutilés. Tout cela sont passés par pertes et profits, autrement dit, les humanitaires ont en quelque sorte endossé, avec 70 ans ou 80 ans de décalage, ont endossé le costume de la propagande de guerre ou des pires bellicistes, pour qui finalement l'ensemble de la jeunesse européenne pouvait être transformé en chair à canon, et cela sous les auspices du droit, transformé en une sorte de bien ultime. Cette espèce de métamorphose d'une personne humaine entre être humain digne de protection et sujet de tir légitime, bref, fourniture, disons, de char à canon, dont on se souvient de l'usage dans la guerre de 14, avec ses conséquences que ça peut avoir, ça montre pour le moins une distraction, voire une amnésie absolument coupable à mes yeux. Depuis lors, il nous faut faire 1 minute d'histoire, pas plus de tout de même. Depuis lors, il est de bon ton, et cela surtout depuis la fin de la guerre froide, de déplorer l'affaiblissement du droit humanitaire, l'affaiblissement de la distinction entre civils et combattants, la transformation de la nature des guerres par leur émiettement, leur fragmentation, etc. Tout cela me semble éminemment discutable, ça demanderait une autre heure en tout cas de discussion. Je n'entre pas dans le débat directement, mais je tiens à dire que ça me paraît historiquement, matériellement extrêmement discutable. Quant à dire que la distinction civile-combattant, pour ne prendre que cet exemple-là, et la question du non-respect du droit humanitaire, je rappelle d'une part que le droit humanitaire, lorsqu'il a été créé, ne s'appliquait pas aux sauvages, il s'appliquait qu'aux nations civilisées. Naturellement, je mets des guillemets à cela, hein, mais les barbares qui sont saisis par leur pulsion animale, sont entendus donc les sujets des empires coloniaux, eux n'étaient pas concernés par le droit humanitaire qui ne concernait que les civilisés qui, eux, s'affrontaient entre des armées réglées, entre nations, etc. Donc c'est dire que tout ça doit être historicisé aussi, doit être recontextualisé. Enfin, je rappelle qu'à Madagascar, au Cameroun, en Algérie, en Indochine, on a massacré par dizaines de milliers, on a torturé, on a abaissé, humilié, civils, combattants, des gens qui étaient entre les deux, et qu'il y a quelque chose, comment dire, d'un peu déconcertant à avoir la bonne conscience avec laquelle nous nous entendons à nouveau dicter, cette fois-ci pour le meilleur de l'humanité, nos critères, nos standards, nos façons de faire, nos façons de voir, à supposer que d'ailleurs ce possessif nous représente vraiment quelque chose. Personnellement, je ne m'y reconnais pas du tout. Mais j'en viens au deuxième pilier, donc la distinction civile-combattante est extrêmement difficile, qui a toujours été, même lorsqu'elle était respectée, était éminemment contestable, car il ne suffit pas d'avoir un uniforme pour être transformé en cible légitime, selon moi. En tout cas, je me cramponne à cette idée, parce qu'il me semble que le contraire est absolument inhumain. De l'autre côté, le droit humanitaire se fonde sur la notion de cruauté excessive et de nécessité de la guerre. C'est-à-dire bannir les cruautés excessives et s'en tenir aux nécessités de la guerre. Mais qui décide qu'une cruauté est excessive? Qui décide que telle action militaire est une nécessité stratégique? Ce sont évidemment les belligérants, et de préférence les vainqueurs. Ceux qui, après coup, peuvent dire que, naturellement, tel massacre parfaitement regrettable au demeurant était dicté par les nécessités de la guerre. Donc, promouvoir le droit humanitaire, c'est s'enfermer dans ces catégories éminemment discutables de distinction civile-combattant, humain et inhumain, d'une certaine manière, enfin humain et bestiole, c'est comme ça qu'on peut les résumer, et par ailleurs entrer dans une logique meurtrière qui est celle des cruautés excessives. Cela étant, je reconnais volontiers, c'est là que j'ai des positions qui sont un peu, disons, difficiles à rendre compatibles parfois. Je reconnais qu'il y a une différence entre viser délibérément une population civile et commettre des dégâts parmi la population civile par accident.
En droit et en morale, d'ailleurs, on distingue l'accident de l'action intentionnelle. Et c'est, je pense, tout à fait pertinent. Donc ça n'empêche pas de raisonner dans des termes politiques et concrets face à des événements malheureux qui se déroulent pendant les guerres, mais de là à, en tant que membre d'une organisation militaire ou représentant d'une organisation militaire, partir au combat sous le drapeau du droit humanitaire, il y a un pas que personnellement je me refuse à franchir. Quant à la question de la proportionnalité, elle est, disons, enfin, je reprends puisque vous l'avez posé, j'en termine là. Je me rappelle une controverse très vive que nous avons eue au sein de Médecins Sans Frontières il y a peu de temps de cela, concernant la répression de ce qu'on appelle les marches du retour à Gaza, et l'appel à un respect de la proportionnalité dans la réponse militaire qui était opposée donc aux marcheurs de Gaza. Et il y avait quelque chose là de très significatif de l'emprise du droit humanitaire au sein d'une organisation humanitaire, emprise qui je pense est assez représentative du rôle qu'il joue ailleurs. On ne condamne pas vraiment ce qu'il faut appeler par son nom, c'est-à-dire un massacre, et on en appelle à un article de droit qui est celui de la proportionnalité, ce qui appelle évidemment secondairement à la question de savoir quelle proportion correcte, raisonnable, juridiquement défendable de Gazaouis il aurait fallu tuer pour rentrer dans le critère de proportionnalité. Gageons que ça va donner lieu à des débats intéressants, 15, 100, 1000, au-dessus de 15 ans, en dessous de 15 ans, au-dessus de 60 ans, comment on fait. On arrive vite à des considérations parfaitement obscènes dans ce genre de discussion. Voilà pour, disons, une première réponse. Écoutez, moi je suis d'accord avec lui. Surtout, je vais vous expliquer quelques points de détail, mon désaccord. Mais en gros, je suis d'accord. À part ça, que vous êtes bien naïf tout ça. Vous pensez que ça va s'arranger comme ça, que c'est les méchants qui font la guerre et puis qu'il y a des gentils qui trinquent. C'est un peu plus compliqué. Parce que, non seulement historiquement, parce que c'est pas la peine de vous le démontrer, les années sans guerre se comptent sur quelques mains. Le reste, sans que ça prenne des proportions, on y a cité des exemples qui sont vraiment très péniblement disproportionnés, bien sûr. Mais vous croyez quoi? Qu'on va tous s'inscrire à une organisation humanitaire et puis que ça va aller mieux? Je ne suis pas sûr. D'abord, il y a des conflits à l'intérieur des organisations humanitaires qui ne sont pas piqués des verres. Mais enfin, j'en ai entendu parler, c'est tout ce que je dis. Bon. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Arrêtons d'être naïfs. C'est pas comme ça que ça se passe. Ce qui se passe en ce moment entre la Chine et les États-Unis me paraît porteur, ce qui se passe porteur, de bien des dangers. À force de tendre la corde, à force de... Tout le monde se prononce contre les sanctions, sous le bon prétexte d'ailleurs que ça fait beaucoup de mal à ceux qui sont le plus démunis dans cette affaire. Mais après les sanctions rudes, qui sont de part et d'autre des guerres proposées, imposées, il y a la guerre. Donc, bien sûr, ça serait mieux qu'il n'y en ait pas, mais qu'est-ce qu'on fait exactement pour dissuader les Chinois de prendre les petits îlots qui sont dans la mer de Chine sur lesquels ils mettent des aéroports? On fait quoi? Nous, on vend des avions. Alors ne soyons pas naïfs. C'est très... Moi, quand j'aurais été ministre des Affaires étrangères, ce qu'à Dieu nous plaît, je ne sais pas si ça a plu à Dieu, l'émission. Bon. Et moi, j'ai cru que on allait faire la paix au Moyen-Orient. Avec un mec comme moi, c'était quand même évident. Eh ben non, pas de millimètre de progrès. À un moment donné, au Liban, on a pu croire que ça allait un tout petit peu s'arranger parce qu'on les avait mis tous ensemble, ils étaient venus, etc., etc., etc. Ce qui d'ailleurs sont passés pour la Libye à ce moment-là. C'est pas comme ça. Alors vous dites qu'il y a des intérêts économiques, sans aucun doute. Sans aucun doute.
qu'il y a des ventes qui ne se feraient pas, qu'il y a des marchés qui ne seraient pas passés. Bien sûr que oui. Mais ce n'est pas seulement ça. Il y a cette propension assez vieille à affronter son voisin qui, justement, a fait dans l'Union européenne quelque chose de très nouveau dans l'histoire. Et ce qui fait que les 60 ans passés, nous n'avons pas eu de guerre. Il y a eu des conflits, mais et puis il y a eu les Balkans. Mais ce n'était pas entre ceux qui avaient signé. Donc ça, c'était un progrès exceptionnel, très important, qu'il ne faut pas oublier au moment où ça s'efface. Ce n'est pas qu'on en soit exactement à la confrontation de deux membres de l'Union européenne, ou anciens membres de l'Union européenne, mais vous savez ce qui se passe en Irlande, entre l'Irlande et l'Angleterre en ce moment, c'est comme ça aussi que ça avait commencé, mais ça s'était prolongé. Donc, bien sûr, tout le monde est pour. Je ne connais pas beaucoup de gens qui sont pour la guerre. Pourquoi pas? Il y a les militaires, ils ne sont pas forcément pour la guerre. Pas du tout. Ils sont là, théoriquement, et le font. Les civils, enfin les appels à la guerre, c'est les civils. D'un certain Bernard Kouchner, d'un certain Bernard-Henri Lévy, d'un certain André Glucksmann, d'un certain... Et alors, qui a contre ça? Il y a un certain Rudy Groban, est toujours le même, mais qu'est-ce que t'as? Heureusement qu'on est là pour que tu t'opposes, quoi. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Il y a quand même... C'est les civils qui déclenchent les guerres. Oui, les civils et les militaires. Ce qu'on a fait au Mali, c'est une guerre. Est-ce qu'on a eu tort? Non. Ce qu'on a fait, j'ai pas pris l'exemple de la République centrafricaine. Ils s'assassinèrent. Est-ce que nous aurions dû rester quoi? Est-ce que c'était bien d'essayer de les séparer? Est-ce que ça a une chance? On a une chance de les séparer? Pas beaucoup. Est-ce qu'il fallait arrêter? Non. Est-ce qu'il fallait le faire mieux? Sûrement. Mais la recette n'existe pas. Il fallait, comme d'habitude, on demande au Conseil de sécurité, finalement accepte, tout de suite ou après, et on a l'assentiment international que c'est mieux de séparer les combattants. C'est ce qui s'est passé en République centrafricaine. Ça n'a pas marché. Bon, alors, on dit, il ne fallait pas le faire. Toi, tu vas... Si, ce qu'a fait l'armée française en République centrafricaine a été utile là où elle l'a fait, pendant la période où elle l'a fait. Mais n'appelle pas ça séparer les combattants, c'est pas vrai. Alors vous ne pouvez pas, puisqu'on ne peut pas, ne dit pas qu'il l'a fait. Non, je ne dis pas qu'il l'a fait, je dis qu'il a essayé de le faire, et que c'est très difficile parce qu'il n'y a pas de recette. Où il aurait fallu avoir beaucoup plus de force, comme on était au Mali en même temps, etc., et que la France ne peut pas tout faire, il fallait appeler à l'aide. Nous avons appelé, il y a beaucoup de gens des Nations Unies qui sont là. Ils n'ont pas tous envie de mourir pour la République centrafricaine, il n'y a aucun doute, c'est pas facile. Il y a aussi des forces de nos alliés, mais il y en a très peu. Au Mali, il y a très peu. Et au Mali, on voit descendre, comment dirais-je, l'adversaire. Plus que c'est, qu'est-ce qu'il faut faire? Rien. Non, tu ne peux pas dire il en fallait plus, etc. Il n'y a pas de recette pour faire ça. En gros, les Américains, qui quand même ont une force beaucoup plus importante que les nôtres, se sont plantés partout. Bon, alors il ne faut rien faire. Si c'est ça que vous concluez, je ne serai pas d'accord avec vous, mais je reconnais que ça a une certaine logique. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mais dire qu'il n'y a pas de génocide à cette année, ça ne marche pas non plus. Bon. Alors, premier point, qu'est-ce que tu as dit en ce moment? Parce que tu as tellement d'attention. Ah bah voilà, c'est plus. Vous voulez pas. Mais quand tu dis... Mais quand... Non mais... Quand tu ne dis pas contraint de moi, tu es embêté. Et moi, je n'avais rien dit. Alors, oui, bien... Non, je ne sais pas ce qu'il y avait. Oui, non, il y avait les manœuvres, oui, 1901, etc. Les adversaires, la proportionnalité. La proportionnalité, c'est un rêve ou quoi? Vous voulez qu'il y ait le même nombre d'armes atomiques de chaque côté? Et puis on ne les utiliserait pas, bien sûr, parce que l'autre peut les utiliser, mais c'était ça toute la dissuasion. Pour le moment, ça a plutôt marché, on n'a pas utilisé l'arme atomique, mais l'arme chimique, on l'a utilisée. Non, à Hiroshima. Ah oui, non, d'accord, mais ça, il n'y avait pas d'accord à ce moment-là. Il n'y avait pas d'accord, il y avait à gagner la guerre, je ne sais pas que c'est beau, mais il n'y avait pas d'accord sur l'utilisation d'armes atomiques. On n'a pas utilisé l'arme atomique. Mais je te l'ai dit, pardon, on l'a utilisé à Hiroshima et à Nagasaki. D'ailleurs, tu veux que je te dise, avec succès. Là, ça dépend du point de vue. Tu le connais, non? Américain, oui. Du point de vue des alliés, oui. Bon, alors vous êtes d'une naïveté. C'est un autre débat, mais c'est très contesté. Mais non, c'est très contesté.
Ce qui est contesté, c'est la guerre. Et vous en avez toujours. Ça, c'est embêtant. Je ne sais pas comment on conteste bien la guerre, mais ça ne marche pas. Non, cher Marcouche, si tu te sentais un peu concerné par cette question d'armes nucléaires, tu saurais que l'attaque sur Hiroshima et plus encore celle de Nagasaki fait l'objet d'un certain nombre d'analyses a posteriori, certes, c'est leur faiblesse, enfin en tout cas qui sont extrêmement critiques et qui proposent des alors ne dis pas que c'est pas contesté. Très bien, mais oui, ça n'a pas existé. Je n'ai pas dit que ça n'avait pas existé. J'ai dit. Ah oui, c'était pas contesté, franchement. On va revenir au nucléaire dans le troisième thème. Alors, c'est quoi? Vous êtes trop calme. Essayons de continuer de conclure sur le second thème, d'analyser l'un et l'autre.